Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Plus de 9 millions d'Angolais sont attendus aux urnes le 23 août pour les élections législatives. Un scrutin à doubles enjeux. Le poste de président de la République revenant au chef du parti qui remporte ces élections. En Côte d'Ivoire, la Banque mondiale octroie un crédit pour le développement urbain, un financement destiné essentiellement aux différents projets d'infrastructures dans 2 villes principales du pays. Et la croissance exponentielle de Lagos, capitale économique du Nigeria. La démographie a connu un véritable boom en à peine 50 ans. Le 23 août, les Angolais seront convoqués aux urnes pour les élections législatives, des élections sans véritable enjeu, disent les analystes. Le parti au pouvoir, le MPLA, Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, partirait déjà grand favori. Corinne Kandem. Le 23 août 2017, 9,5 millions d'Angolais seront appelés aux urnes pour élire leurs nouveaux dirigeants. Au pouvoir depuis 1976, José Eduardo dos Santos, 74 ans, a annoncé qu'il ne se représenterait pas lors de ce scrutin. En février, son parti, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, a désigné l'actuel ministre de la Défense, João Lourenço, pour lui succéder en cas de victoire, jugée très probable selon les analystes. L'année 2017 comporte des grands enjeux pour l'Angola. Effectivement, nous allons élire un nouveau président. Vu que le président de la République actuelle, M. Dos Santos, laisse le pouvoir et son libre choix. Le peuple angolais a le privilège d'élire le nouveau président de la République. Ce n'est pas une mince affaire. On sait effectivement qu'il y aura toujours des contestataires quelque part, mais le travail qui doit être fait, que nous voulons faire, que nous devons faire, c'est amener les élections libres, démocratiques et crédibles. En effet, il s'agit en réalité d'un scrutin législatif à l'issue duquel le chef du parti majoritaire sera désigné président de la République. Le MPLA étant grand favori du scrutin, le nouveau chef du parti, João Lourenço, a toutes ses chances de prendre les rênes du pays en août prochain. Loin derrière, on retrouve l'ancienne rébellion de l'UNITA dirigée par Isaías Samakuva, aujourd'hui première force de l'opposition grâce à une bonne assise dans l'intérieur du pays. Ce dernier a d'ailleurs réclamé un audit du recensement électoral au mois d'avril, dénonçant des doubles inscriptions et l'enregistrement d'étrangers par le parti au pouvoir. C'est le rôle qui a toujours l'opposition, c'est défendre ses intérêts. Moi, je veux bien croire qu'à un moment donné, ils étaient tous dans la Commission nationale électorale. Ils ont siégé, ils ont vu les documents, ils savent. Comment peut-on dire à l'heure actuelle, tout est gagné d'avance, qu'il y aura des infiltrés, qu'il y aura le nombre supérieur au peuple angolais qui est sur place. Attendez, où est-ce qu'on va? Soyons sérieux. Soyons quand même rigoureux dans tout ce qu'on dit. C'est l'apanage normal de l'opposition. C'est qui est normal, c'est leur droit. Le départ de José Eduardo dos Santos devrait être le grand bouleversement des élections de cet été. En effet, les 3/4 des Angolais n'ont jamais connu d'autre président. Pour le reste, peu de surprises sont attendues. La Banque mondiale approuve une enveloppe de 120 millions de dollars au profit de la Côte d'Ivoire. Ce fonds devrait servir au financement de projets d'infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité des villes secondaires. Un projet qui débutera par les villes de Bouaké et San Pedro. Siamlo Victoria Sedji. Dans l'optique de stimuler la croissance et favoriser la compétitivité des villes secondaires de la Côte d'Ivoire, un appui de 120 millions de dollars a été octroyé à l'État ivoirien par la Banque mondiale. Un financement qui devrait voir la création de plusieurs infrastructures permettant à ces villes de générer plus d'emplois afin de désengorger la capitale économique. Rappelons que la ville d'Abidjan porte majoritairement l'économie du pays. Elle concentre à elle seule 20% de la population totale et 60% du PIB. Avec l'Abidjan, il y a une activité portuaire qui est développée. Nous avons besoin de développer une nouvelle zone industrielle pour augmenter en fait la superficie, pour augmenter le volume d'activité, donc permettre à la Côte d'Ivoire d'accroître ses investissements. Il faut regarder la plupart des villes, les villes que nous avons, il faut regarder en termes de potentialité. Nous pouvons développer toutes les villes de la Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas le faire en même temps. Nous allons procéder au fur et à mesure. Ce développement qui était centré beaucoup plus vers la ville d'Abidjan va commencer à se décentraliser vers les autres villes. Et donc on va sentir au fur et à mesure une régionalisation progressive du développement économique de la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes entendent miser sur Bouaké et San Pedro, deuxième et troisième grande ville tout aussi dynamiques que compétitives.
En raison de son port, San Pedro est le deuxième pôle économique avec un apport de 4% à l'économie du pays, soit 0,952 milliards de dollars. La ville de Bouaké, encore fortement impactée depuis la crise militaire de 2002, contribue à 0,758 milliards de dollars, soit un peu plus de 3% du PIB de la Côte d'Ivoire. Ces fonds-là doivent vraiment être orientés en termes de santé, en termes d'éducation, en termes d'infrastructure. C'est vraiment ça, parce qu'il faut passer. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, selon le recensement de la population qui a été mené en 2014, 49,7% de la population se trouve en zone urbaine, alors que 50,3% de la population se trouve en zone rurale. Avec des potentialités importantes, les villes secondaires ivoiriennes font face aux mêmes défis. Leurs infrastructures restent encore sous-développées et peu praticables. De nombreux analystes pensent qu'il faut repenser le développement des villes à travers l'innovation. La construction d'infrastructures modernes devant faciliter leur interconnexion et les échanges commerciaux dans la sous-région et avec le reste du monde. Conakry a abrité les 8 et 9 juin le Conseil des ministres de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Au cœur des travaux, le droit comptable. Les experts ont planché sur son uniformisation dans les 17 États membres de l'organisation. Reportage d'Emmanuel Milimono est commenté par Lise Elsie Akizimana. Pour faciliter les investissements dans les pays africains, rien de tel qu'un cadre juridique uniforme et attractif tel que visé par les 17 pays membres de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Réunis en session les 8 et 9 juin 2017 à Conakry, en Guinée, les ministres en charge de la justice et des finances se sont penchés sur le projet de règlement relatif à l'harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit. L'Afrique peut légitimement être fière de son modèle d'intégration juridique dont l'originalité et l'attractivité sont désormais établies. L'OHADA est également et incontestablement un moteur de développement de l'Afrique. Il est évident que pour une entreprise qui exerce ses activités dans plusieurs pays, l'unité des règles applicables facilite considérablement ses opérations. Qu'il s'agisse de son organisation juridique, de son fonctionnement ou de ses échanges commerciaux et financiers. Ce sont 15 États sur les 17 membres qui étaient représentés à cette 44e session du Conseil des ministres de l'OHADA. Cette rencontre s'est tenue en prélude à l'entrée en vigueur très prochainement du nouvel acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. Ces démarches visent entre autres à faciliter la création des entreprises, optimiser le financement des activités économiques, assurer la pérennité des entreprises, sécuriser le règlement des conflits d'affaires à travers le recours à l'arbitrage. Avec la poussée de cette harmonisation dans les différents aspects juridiques et réglementaires, il va sans dire que les revenus des pays membres vont se renforcer et aussi les règlements seront harmonisés, et ce qui va créer moins de problèmes et ça va lever surtout beaucoup d'entraves en matière de commerce. Le droit de l'OHADA est utilisé pour créer un vaste marché intégré afin de faire de l'Afrique un pôle de développement. L'organisation a pour mission l'adoption de règles juridiques adaptées à l'environnement économique international et de ses États membres. L'urbanisation du continent. D'ici 2020, la majorité des Africains vivront, selon les analystes, en milieu urbain. Cela devrait être le cas notamment au Nigeria. À Lagos, la ville est aujourd'hui peuplée de 20 millions d'habitants qui doivent faire preuve d'ingéniosité pour trouver de l'espace. Ibrahima Djoumaba. Au Nigeria, l'État de Lagos fait face au défi de l'urbanisation galopante. Dans la ville de Lagos, le logement est devenu une source de conflit entre les autorités et la communauté des pêcheurs. Environ 30 000 personnes ont été déplacées des bidonvilles flottants au large de la mégalopole. Faute de maisons, ils s'entassent dans des abris de fortune malgré les risques sanitaires et les intempéries. C'est la bâche que nous utilisons comme bouclier quand il pleut. Je mets mes enfants et ma femme dedans. Nous n'avons pas toujours une place pour dormir. Je pratique de la pêche pour m'occuper de ma famille. Quand le gouvernement est venu, ils ont brûlé ma maison, mon bateau, ma machine et mes filets. Je n'ai plus rien d'autre que ces vêtements sur moi. Nous avons squatté cette maison qui n'est pas la nôtre, car nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Je dors dans ce bateau qui n'a pas de toit avec ma famille. Lorsqu'il pleut, nous sommes mouillés, tout comme nous sommes exposés aux rayons solaires. La ville de Lagos connaît un développement fulgurant.
Elle enregistre un taux élevé de natalité et l'arrivée de milliers de personnes par jour en provenance des régions rurales à la recherche d'emploi. Après l'expulsion des pêcheurs de la péninsule de Lekki, le gouvernement de l'État de Lagos avait avancé des raisons sanitaires et de sécurité. Pourtant, plusieurs gratte-ciel, des hôtels et des centres commerciaux ont poussé dans la zone. Une injustice selon les organisations de défense des droits de l'homme. On a comme l'impression que le gouvernement de l'État de Lagos tente de repousser et d'éloigner les pauvres de la ville. Les actes posés pour le déguerpissement des pêcheurs et la manière sont injustes. Au sein des pêcheurs aussi, il n'y a pas assez de solidarité pour y faire face. La ville de Lagos abrite 23 millions d'habitants. Son principal défi reste le logement. Les autorités de l'État de Lagos ont ignoré une injonction judiciaire interdisant la démolition des logements des pêcheurs. La péninsule de Lekki est convoitée par plusieurs sociétés immobilières. D'ici 2050, la population du Nigeria doublera pour atteindre 400 millions d'habitants, ce qui fera de lui le troisième pays le plus peuplé du monde après la Chine et l'Inde, selon les estimations de l'ONU. Et la star ivoirienne du reggae, Alpha Blondy, appelle à une amnistie générale et à la libération de tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Selon lui, la réconciliation nationale ne pourrait se faire qu'après avoir fait ce geste qu'il qualifie d'acte politique courageux. L'ambassadeur pour la paix auprès de la CEDEAO fait notamment référence à l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo et son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, enfermés à la Cour pénale internationale depuis 2011. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.